Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose qu'on teste cet écran-ci, qui est un écran AOC, modèle Q3279 VWF D8. Le D8 est important puisque c'est une dalle IPS, s'il n'y a pas le D8 à la fin c'est une dalle VA. Voilà, donc écran qui m'a été prêté par AOC pour 4 semaines, je suis actuellement arrivé à la fin de cette période de 4 semaines, et je vais vous dire dans cette vidéo ce que je pense de cet écran après ces 4 semaines d'utilisation. Alors on commence par le déballage de cet écran et l'installation, et puis je vous présenterai quelques cas d'utilisation que j'ai eu de cet écran, et on finira par mes conclusions. Comme vous le savez depuis un moment peut-être si vous suivez mes vidéos, il y a deux choses que je dois mettre à jour dans ma configuration, l'écran et la carte vidéo. Actuellement j'ai une GTX 960 sur un écran que j'ai acheté, je vous mettrai quelque part en incrustation sur la vidéo, que j'ai dû acheter il y a une dizaine d'années à peu près, qui est un écran BenQ qui est bien, qui a un très gros inconvénient, c'est qu'il est increvable, et malheureusement comme il veut pas tomber en panne, je n'arrive pas à trouver de prétexte pour en changer. AOC a eu la gentillesse de m'envoyer pour quelques semaines un de leurs écrans, ce qui va permettre de le déballer, de le tester, et puis surtout de faire une petite montée en gamme au niveau de la définition d'affichage et des caractéristiques, de manière à voir si c'est le type d'écran qui me convient, si c'est le type d'écran qui peut aussi à vous convenir éventuellement, et parler un petit peu des différentes technologies d'écran, en commençant par celui-là. Alors qu'est-ce que c'est que cet écran-là ? Sans parler directement de la diagonale, c'est un écran qui est QHD, alors vous le verrez peut-être ici, QHD, donc définition de 1440p. Alors il se trouve que c'est une définition standard 16 neuvième, c'est-à-dire ratio 1,77. Oui, Jean-Marc. Je veux dire 24. Oui. Ah, elle a gagné. Merde. Oui. Bravo. Donc c'est un QHD 2560 par 1440, donc c'est pas un écran wide, c'est un écran, on va dire, de ratio standard. Il a la technologie AMD FreeSync, c'est-à-dire qu'il est compatible avec la fréquence variable pour l'affichage d'images. Alors c'est un FreeSync 75 Hz en fréquence maximale, je ne sais pas en fréquence minimale, je vérifierai ça en vrai. Et puis aussi c'est un AMD FreeSync, donc peut-être, a priori il est compatible aussi avec les cartes Nvidia. Depuis en tout cas le début d'année, les cartes Nvidia GTX, RTX sont compatibles technologie FreeSync via l'Adaptive Sync. Il est DisplayPort et il est aussi flicker free. Voilà. L'autre point qui est super intéressant, d'habitude je finis par ça, mais là je le dis tout de suite, c'est un écran qui est 32 pouces et sous la barre des 300€. Il peut même être trouvé sous la barre des 200€. Donc un 32 pouces QHD FreeSync dalle IPS, c'est le dernier point que je dois mettre en avant, en tout cas qui me semble le plus intéressant pour vous à comprendre. Dalle IPS, donc pour moi, au niveau des dalles, il y a 4 types de dalles. Vous avez l'ETN, le MVA, enfin le VA en tout cas, l'IPS et l'OLED. Je les classe comme ça, moi, par ordre de qualité, par rapport à ce que j'aime personnellement. En fait, c'est pas possible de les classer comme ça, je ferai une vidéo dédiée sur les types de dalles et les avantages et les inconvénients. Ici, c'est une dalle IPS, donc pour mon utilisation à moi, qui est une utilisation plutôt de créateur, c'est-à-dire je fais de la manipulation de photos, je fais de la manipulation de vidéos, et je joue finalement relativement peu, c'est une dalle qui est tout à fait appropriée. Puis c'est un écran qui a priori n'est pas neuf, donc il va falloir que je vois dans quel état il est arrivé. Alors à l'intérieur on a les accessoires, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un câble HDMI, qui est un câble HDMI standard, c'est pas un câble HDMI 2, je ne pense pas. Un câble DisplayPort, on le reconnaît ici avec sa forme qui est différente. Donc DisplayPort qui est intéressant pour utiliser des plus hautes définitions, des plus hautes fréquences de rafraîchissement, ça peut être pas mal. Et puis dans l'emballage j'ai aussi le CD de driver probablement, et puis une petite note. On a ici le pied de l'écran. Voilà, qui a un pied alors qui a déjà été utilisé, ça se voit, et du coup ça me permet tout de suite de donner un avis dessus. Alors c'est un pied qui est lourd, il est en métal, avec une petite attache rapide ici, qui va me permettre très rapidement de fixer l'écran sur le support. Mais c'est un support en plastique, qui a un aspect inox brossé on va dire, mais vous voyez que du coup comme il est pas neuf, ça me permet de vous montrer. C'est du plastique, donc ça prend très facilement les rayures. Alors ce serait vrai de toute façon avec un aluminium brossé, ce serait le même cas. Donc voilà, ici il suffit juste de connecter l'écran dessus. Enfin on a un câble d'alimentation, tout à fait standard, donc fiche européenne. Voilà, câble d'alimentation. Donc on a un écran qui est protégé ici par un film. Hop. Alors l'écran lui-même est extrêmement léger, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il est quand même très grand. Donc voilà l'écran question que je tiens à l'envers. Donc on va regarder le derrière, ici. Donc à l'arrière, on voit une finition qui est ce coup-ci noir. Donc noir avec une finition un peu glossy ici.
et une finition ici qui est plutôt... donc c'est du plastique, mais exactement comme pour le pied, une finition qui ressemble à de l'alu brossé, un petit peu. Ça existe souvent sur les télévisions, les choses comme ça. De toute façon, c'est quelque chose qu'on voit pas, et quand on le voit, ça fait quand même relativement propre. Je vous ferai de toute façon des photos et des incrustations pour que ce soit plus visible. On a, alors je vous le tiens à l'envers, mais c'est pas grave, je pense que vous comprendrez, vous intervertirez. La prise casque 3 mm 5, une prise VGA, une prise DisplayPort, une prise HDMI, une prise DVI digital apparemment. Et puis ici on a l'alimentation secteur. Et hop, si je bascule, on voit ici les boutons sur la tranche. Alors c'est pas des boutons extrêmement qualitatifs, des petits boutons en plastique, mais qui vont vous permettre de piloter l'écran par le dessous. Et ce qui est intéressant, donc là je peux vous montrer maintenant le devant de la Dell. C'est qu'on voit ici les commandes qui sont notées sur le devant, donc ça va vous permettre d'éviter d'avoir à chercher. Voilà, et puis la dalle en elle-même, vous voyez qu'elle est plutôt jolie. C'est une dalle qui paraît plutôt mate, puisque là je vous la fais briller exprès, vous voyez qu'elle ne brille pas des masses, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis c'est une dalle qui est énorme. Un point qu'on peut noter, c'est que je ne vois pas de compatibilité VESA. On a un pied qui est encastré ici dans le bas de l'écran, et je ne vois aucun moyen de le fixer en VESA. C'est très dommage parce que ça va être pour moi déjà un point négatif pour cet écran. Il n'a pas de réglage en hauteur apparemment, donc il a un réglage ici, on voit un réglage en pivot. Pas de réglage non plus dans le sens rotation, et pas de réglage en hauteur, ce qui fait qu'il est très peu ergonomique, donc soit la hauteur va vous aller, soit il va falloir bidouiller avec des cales etc. pour le surélever si c'est ce que vous voulez. Voilà, je pense que ça ira. J'ai oublié de préciser ici aussi qu'il a de quoi l'ancrer. Donc si vous avez Verrou, Kensington ou compagnie, vous pouvez le faire ici. Pour fixer le pied, alors vous pouvez le faire dans le bon sens ou à l'envers comme je fais, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Il suffit de venir ici, vous clipsez, donc il y a une encoche là, ici en métal. Vous venez clipser l'encoche, vous venez poser le pied, et voilà. Et quand vous l'avez enclenché, donc en fait on voit parce qu'il y a les deux ergots ici, donc le crochet ici, et deux petits ergots. Vous tournez la vis, alors vous pouvez vous munir d'un tournevis si vous préférez, mais je pense que c'est complètement inutile. Hop, on serre un bon coup, on rabat la petite languette, et c'est fini, l'écran tient sur son pied. Et donc voilà à quoi ressemble un écran 32 pouces sur mon bureau. Donc je vais maintenant remplacer mon ancien écran par cet écran-ci, le mettre sous tension, et puis vous dire ce que je pense de cet écran, et puis on reviendra sur les technologies, sur la qualité du fichage, la définition, etc. Mais ça dans la suite de la vidéo. Alors je vais pas vous montrer comment j'ai branché électriquement ou relié à mon PC cet écran, mais si vous voulez le savoir, il est branché en DisplayPort, avec le câble DisplayPort fourni avec l'écran. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'était la consommation électrique, parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres tests et qui peuvent être intéressants à comprendre. Alors, il faut aussi savoir que la consommation électrique d'un écran dépend de ce que vous affichez sur l'écran. Donc en gros, si vous affichez le contenu du quotidien, ou si vous avez quelque chose de très lumineux, et que vous avez la luminosité qui est poussée assez fort, ça va changer un petit peu la consommation électrique. Alors, dans ce test, je vais vous montrer ce qui se passe donc avec l'écran allumé sur mon bureau Windows. On a une consommation que j'ai mesurée entre 30 et 40 watts, alors elle est en moyenne à 35 watts, ce qui est tout à fait correct et conforme avec un rétroéclairage à base de LED. Donc c'est un écran qui est finalement assez peu pour la diagonale, en tout cas qui consomme assez peu, enfin qui reste raisonnable dans sa consommation électrique. Quand l'écran change de source, donc là il est allumé, mais il affiche un fond noir, on voit qu'il consomme autour des 6 watts. C'est pas super intéressant comme information, mais ça vous montre ce que consomme le rétroéclairage LED, en gros, et l'électronique de l'écran. Quand l'écran s'éteint, on voit qu'il bascule à 2 watts. On voit le petit voyant d'ailleurs rouge qui est allumé. 2 watts en veille, c'est vraiment très bien. Par contre, là où c'est vraiment pas très bien, c'est si je vous montre que j'appuie sur le bouton Power, donc là la LED est éteinte, donc l'écran est censé être éteint, et en fait il consomme toujours autant. Ce qui veut dire que en fait, je ne pense pas qu'ils aient branché grand chose sur le fait que l'écran soit éteint. C'est un peu une petite tromperie, ce bouton qui sert à éteindre, puisque l'écran consomme toujours autant, c'est qu'il n'y a pas de mode arrêt sur cet écran. Enfin, ce qui est intéressant à voir, c'est si jamais je pousse la luminosité à fond et je mets un fond blanc, vous voyez qu'on frôle les 50 watts. Voilà, donc on peut imaginer que c'est à peu près la consommation maximale que vous donnera cet écran. J'ai plusieurs utilisations de cet écran. Donc une en particulier, c'est de vous faire le montage de mes vidéos. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'utilise Premiere Elements, pas Premiere, parce que bon il faut payer l'abonnement, etc. Et étant donné que je ne tire pas de revenus de ces vidéos, c'est pas quelque chose que je souhaite faire pour le moment.
Donc j'utilise Premiere Elements, qui est normalement le truc pour faire les petites vidéos de famille, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne, tiens, directement avec le montage que j'ai en cours du test de cet écran-ci. Donc une timeline ici assez simple, assez basique. Et donc ça me permet, en tout cas, grâce à cette surface d'affichage, ça me permet d'avoir beaucoup plus de choses à l'écran que j'avais avec mon écran 24 pouces en 1080p, puisque là je suis sur du 1440p, et donc ma définition verticale et horizontale, qui en déduit, puisque c'est un écran, je vous rappelle, qui est 16/9, me permet d'avoir beaucoup plus d'informations à l'écran. Donc cet écran est non seulement plus grand en termes de surface d'affichage, ça c'est certain, mais il affiche aussi beaucoup plus de pixels, puisque sa définition est supérieure. Donc c'est-à-dire que, si on le compare avec mon écran 24 pouces 1080p, en fait, vous imaginez ici, là, une frontière virtuelle qui serait à peu près l'écran 24 pouces, donc ça arriverait à peu près ici, je pense, et puis ça s'arrêterait là. Toute la surface d'affichage que j'ai en plus, ce sont vraiment c'est ça qui est important de comprendre, c'est vraiment des pixels en plus, puisque si vous faites le ratio entre la diagonale de l'écran, ou sa surface d'affichage, et le nombre de pixels de l'écran, vous allez avoir quelque chose de similaire à un écran 24 pouces, Full HD. Donc vous avez vraiment, grâce à cet écran, une surface d'affichage supplémentaire en termes de surface en elle-même, mais aussi en termes de contenu que vous affichez. Et ça se retrouve particulièrement dans la partie web. Une des utilisations majeures que j'ai de mon PC, c'est de naviguer sur YouTube, de regarder des vidéos par exemple, et d'autres sites web, mais c'est un exemple comme d'autres. Si on ouvre donc une vidéo YouTube, on se rend compte tout de suite que l'image en elle-même, vous voyez, vous avez énormément de marge ici à gauche et ici à droite, tout simplement parce que vous avez cette surface d'affichage supplémentaire et cette définition supplémentaire. Cette surface d'affichage supplémentaire, c'est intéressant parce que vous pouvez tout simplement, du coup, basculer dans un mode fenêtre partagée, qui fonctionne très bien d'ailleurs sous Windows 10 avec l'épinglage, soit 1/3, 2/3, soit demi-demi. Et vraiment, vous avez, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens avec cet écran-là, cette taille d'écran-là, avec un 32 pouces 1440p, vous avez cette capacité, sans que ce soit contraignant, d'avoir deux sites web affichés côte à côte, et qui sont vraiment utilisables. C'est-à-dire que même avec de la publicité ou des choses additionnelles, vous voyez que les deux écrans, en tout cas les deux pages, sont parfaitement exploitables. Donc ça c'est super intéressant. En plus quand vous êtes sur YouTube, vous avez ce mode ici, et donc vous pouvez vous mettre si nécessaire à regarder d'un côté une vidéo, et de l'autre lire des actualités, des choses comme ça. C'est tout à fait possible et tout à fait pratique, et contrairement à mon précédent écran, sur une diagonale de 32 pouces, je me retrouve à penser, en tout cas, à me persuader que je peux me satisfaire d'un seul écran, à partir du moment où il a au moins cette définition 1440p, à partir du moment où il a au moins cette diagonale de 32 pouces, et j'ai hâte de pouvoir tester un écran wide, ou peut-être ultra wide, pour avoir encore plus de place d'affichage sur le côté, et là évidemment vous pouvez vous passer carrément du fait d'avoir deux écrans. En tout cas, ce ratio 16/9 et cette définition 1440p est idéal. Je pense que c'est, si vous voulez rester en tout cas dans des tailles d'écran classiques, donc pas passer sur du wide ou de l'ultra wide, c'est le plus pratique pour pouvoir à la fois travailler et profiter un petit peu de votre machine pour faire autre chose. Donc vous pouvez faire du montage vidéo, de la photo, du traitement de texte, mais vous pouvez aussi le faire en partageant l'écran, et ça c'est essentiel sur ce type de diagonale. En tout cas, ne partez pas sur du 32 pouces ou du 28 pouces avec une définition Full HD, ça n'a à mon sens aucun intérêt, si ce n'est vous grossir l'image énormément, vous ne bénéficierez pas, comme on peut avoir le cas ici avec du 1440p, d'une surface d'affichage vraiment intéressante et vraiment exploitable. Au niveau du calibrage de l'écran et de la fidélité des couleurs, on va être honnête, c'est pas non plus une dalle de toute façon qui est faite pour les photographes éclairés ou les vidéastes pointus. Par contre, quand même, je trouve que globalement cette dalle-là est très qualitative, et je ne regrette absolument pas. Mon BenQ est increvable, mon BenQ que j'utilise habituellement, 24 pouces, et a une fidélité de couleur plutôt étonnante. Cet écran-ci, en tout cas le modèle que j'ai reçu qui est là, je le trouve particulièrement bien étalonné. Peut-être qu'il a des tendances à être un peu trop rouge, mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt bon. Il a juste fallu que je baisse la luminosité, mais sinon, globalement, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, si je voulais être précis, il faudrait que je sorte une sonde, etc., que je n'ai pas, qu'il faudrait que j'achète et compagnie. Pour le moment, je n'en ai pas. Peut-être qu'un jour, j'y passerai, mais
Le problème des sondes, c'est qu'aussi que ces sondes-là, normalement, elles sont censées avoir besoin d'être recalibrées elles-mêmes, donc de toute façon, vous êtes jamais vraiment sûr que ce que vous calibrez est bon. Toujours est-il qu'il existe des sites qui permettent en particulier celui-là, qui permettent de voir globalement ce qui s'affiche à votre écran et de faire quelques tests au niveau des blancs, au niveau des noirs, au niveau de l'uniformité, au niveau des couleurs que vous affichez, pour voir déjà si vous les voyez, pour voir si vous avez des dégradés qui s'affichent, etc. Alors évidemment, à l'écran ici, passant dans ma caméra puis sur YouTube, vous ne pouvez absolument pas vous fier à ce que vous voyez là, mais normalement, moi je peux vous dire que ce que je vois est tout à fait correct et tout à fait satisfaisant. Que ce soit au niveau des niveaux de gris, de la colorimétrie, du gamma, etc. L'écran est plutôt bien. Une chose quand même qu'on peut lui reprocher, mais c'est assez global à tous les IPS et surtout les IPS entrée de gamme, c'est les fuites de lumière. Je vais vous montrer tout de suite, mais pour ça, il faut que je fasse le noir dans la pièce. Voilà, alors ici on est dans le noir total, j'espère que vous reconnaissez toujours, vous avez mon clavier qui est devant ici et mon ampli qui est là-bas en bas à droite, donc normalement vous devriez voir. Et ce que je vais vous montrer, c'est cette uniformité des noirs. Alors, c'est accentué par la caméra, évidemment, puisque ma caméra n'est pas non plus super efficace dans les noirs, mais ça vous permet quand même d'avoir une idée de ce qu'on voit. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis ici. Alors, ça reste quand même relativement surprenant, mais vous pouvez voir ici des fuites de lumière. Alors, il faut que je trouve le bon angle. Voilà, ici on le voit typiquement là. Vous avez une fuite de lumière ici. Vous voyez dans le bas ici là des fuites de lumière, et puis vous voyez surtout des manques d'homogénéité du rétroéclairage, alors qui sont, je le dis encore une fois, accentués par le fait que je filme dans le noir avec ma caméra, mais qui existent, et donc que je vous montre. Alors, c'est pas forcément très gênant au quotidien, puisque la plupart du temps, vous allez être soit dans une certaine pénombre, soit en plein jour, et donc vous le noterez quasiment pas. C'est de toute façon ce défaut-ci un défaut qui est général aux écrans IPS de toute façon. Alors faut taper vraiment sur des très hauts de gamme, avoir des rétroéclairages de qualité pour éviter ça. Donc c'est pas un point noir de cet écran là, mais vous voyez là la petite barre lumineuse qu'on voit en bas. Si vous êtes typiquement dans un jeu vidéo le soir avec vraiment quasiment aucun éclairage ambiant, vous pourrez le percevoir. Donc c'est pour ça que je souhaite vous le montrer pour que vous soyez bien au courant que ça existe. Et voilà, il n'y a pas grand chose à y faire. Suivant l'écran que vous aurez face à vous, donc moi en tout cas sur celui-là il y a ce défaut-là, peut-être que vous l'aurez en haut, à gauche, à droite, peut-être que vous l'aurez pas du tout. Ça c'est pas quelque chose que je peux contrôler, mais c'est quelque chose qui existe. Voilà, donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous embête. J'en profite pour vous montrer ici le petit voyant de mise sous tension, qui est blanc, et qui paraît beaucoup plus lumineux à la caméra qu'il ne l'est en vrai. Moi je trouve ça génial, il est extrêmement discret. Voilà, il ne gêne pas. Moi j'aime bien jouer dans un environnement un peu sombre aux jeux vidéo, etc. Et vraiment, ça lui rend pas justice en fait cette ambiance obscure, puisque on le voit vraiment quasiment pas quand je joue. Il est très très discret. Et ça j'aime bien, c'est un point super intéressant. Ça ne dérange pas, en tout cas. Donc il y a bien un voyant de mise sous tension, mais il ne dérange pas. Allez, je rouvre les volets et puis on passe à la suite. Alors il nous reste quelques petites choses à voir avec cet écran. Déjà je vais l'éteindre pour vous montrer quelque chose. Voilà, donc normalement vous devriez à peine me voir, mais vous devriez voir globalement ma forme, hein, je vous fais un petit coucou. C'est pour vous montrer que donc la dalle n'est pas mate, mais elle n'est pas non plus glossy. Si elle était glossy, vous me verriez beaucoup plus. J'ai une source de lumière ici à gauche qui est vraiment importante, c'est une fenêtre très grande, très lumineuse. Donc vous voyez que c'est pas gênant, même écran éteint, vous voyez que ça ne génère pas des reflets énormes. Alors évidemment, si je fais exprès de les accentuer, vous allez voir ici des reflets. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, et comme je vous le dirai probablement dans le reste de la vidéo, c'est accentué par ma caméra, on voit en tout cas des reflets, c'est certain, puisque ce n'est pas une dalle purement mate, mais toujours est-il que là, ça va, globalement, c'est pas du tout gênant. Si vous avez une fenêtre comme moi sur le côté, ou des lumières comme j'ai ici, ou comme j'ai au-dessus, là, j'ai un plafonnier, ça ne fait absolument pas de reflets gênants, même pour travailler le soir devant l'écran. Et l'autre chose que je vais vous montrer maintenant, c'est l'allumage. Donc je vais allumer cet écran, et vous allez voir la vitesse d'allumage. Voilà, donc ça, c'est à vous de juger si c'est rapide, si c'est pas rapide. Moi je trouve ça très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la vitesse d'extinction de cet écran. Donc là on voit qu'il est en train de se mettre en veille. Voilà, donc il ne détecte plus de source et il va s'éteindre. Quand il s'éteint d'ailleurs, quand il n'y a pas de signal,
Le petit voyant ici passe rouge, je sais pas si on le verra bien. Ah bah on le voit très très bien à la caméra, mais par contre, moi je vous dis en vrai, c'est très discret. Voilà, donc c'est toujours le problème de ces caméras qui amplifient ce qu'on voit. Donc vous avez un petit voyant rouge qui est très discret, très bien. Moi je trouve ça bien. Donc ce que j'apprécie en fait, c'est que cet écran se met en veille très rapidement. Moi ce que je fais, c'est que j'éteins l'ordinateur, j'éteins la prise de courant. Quand j'allume la prise de courant, l'écran se met automatiquement, enfin se rallume automatiquement. Donc on voit le logo AOC, etc. Comme si ici, je bougeais la souris. Donc on voit le voyant passer au blanc et l'écran s'allume. J'ai juste à allumer l'ordinateur et tout fonctionne tout de suite. Au niveau démarrage et temps de démarrage de l'écran, je le trouve très bien. Il y a des écrans qui ont ces défauts-là d'être vraiment lents. C'est pas le cas de celui-là et je trouve ça particulièrement bien. Enfin, vous avez les menus. Alors, je vous ai montré rapidement les boutons, ils sont en dessous là, donc il faut passer avec le doigt et essayer de trouver quel bouton correspond à quoi. Malheureusement, c'est des boutons plastiques basiques et ils sont à peu près tous semblables, donc c'est pas facile de savoir lequel est où et fait quoi. Mais vous avez donc le premier bouton ici qui est éteint, le deuxième ici, c'est le bouton des menus. Le menu en lui-même est joli. Moi, je trouve ça, il est rapide, et puis il est élégant avec cette petite transparence. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ici que j'ai laissé les contrastes à 50% et j'ai baissé la luminosité, je suis en mode standard, gamma standard. Voilà, je pense qu'il faudra baisser la luminosité si vous voulez quelque chose qui rend bien. Et puis ensuite, je peux vous montrer les menus. Donc ça, c'est le menu luminosité. Vous avez le menu de configuration des couleurs que vous pouvez customiser à votre volonté. Donc là, je suis en mode utilisateur, et donc vous voyez que j'ai augmenté le rouge. Faut que j'appuie, sinon ça va changer. J'ai augmenté le rouge, j'ai baissé un petit peu le vert, et j'ai laissé le bleu à sa valeur d'origine. Les couleurs me semblaient un peu mieux, mais bon, sans sonde, c'est toujours difficile de se faire un avis. Vous avez un mode amélioration d'image que j'ai désactivé. Hein, pas de post-traitement sur l'écran. Surtout sur des écrans de ces gammes-là, je pense que c'est pas une bonne idée. L'OSD peut se mettre en multilangue, en particulier en français, donc ça c'est bien, vous avez la possibilité d'avoir du français, et puis vous avez du DisplayPort 1.2, qui est disponible avec l'écran. Alors, c'est quand même un écran moderne, donc c'est la moindre des choses, mais je tenais quand même à vous le signaler. L'OSD en lui-même, vous pouvez le déplacer sur l'écran si vous le souhaitez. Vous avez un mode jeu que j'ai essayé, mais qui est peut-être pertinent, mais que je n'ai pas vraiment trouvé utile. En tout cas, le mode jeu lui permet d'intercaler des images noires entre chaque image, et donc d'éviter ces effets où vous avez l'impression que l'écran n'est pas fluide. Vous pouvez choisir l'entrée par défaut qui va s'ouvrir, une minuterie, si vous avez besoin d'une minuterie, et puis réinitialiser l'écran. Vous voyez ici, je suis bien en 1440p, 75 Hz, et je ne peux pas utiliser malheureusement le fait qu'il soit FreeSync, puisque ma carte vidéo n'est pas FreeSync, en tout cas n'est pas compatible avec le FreeSync. Enfin, dernier bouton qui reste à passer en revue, c'est le bouton qui est tout à gauche, donc il ne fonctionne pas avec les autres boutons, des flèches et compagnie. C'est un bouton unique qui permet de basculer entre les sources, donc les 4 entrées que supporte l'écran, et il suffit d'appuyer dessus pour basculer à chaque fois de l'entrée vers l'entrée suivante. C'est basique, mais ça fonctionne très bien, et moi j'en avais pas un gros besoin puisque je suis sur une entrée unique. Je tenais aussi à vous faire une petite séquence jeu vidéo. Ici on est sur Counter-Strike Global Offensive. Tout simplement parce que même si ce n'est pas un écran AOC Gaming, c'est un écran AOC tout court, il est équipé FreeSync, il est 75 Hz, donc pour moi il est pleinement capable de permettre de jouer à des jeux vidéo, même un écran 60 Hz le permettrait. Donc je l'ai réglé en 75 Hz, et je me suis permis de lancer une petite partie, alors ici contre des bots, parce que de toute façon ça a duré quelques minutes, donc j'allais pas lancer une partie, juste comme ça pour vous montrer que cet écran est parfaitement, à mon sens, parfaitement capable de vous permettre de jouer dans des très bonnes conditions à des jeux vidéo. Alors évidemment, c'est pas pour du jeu vidéo compétitif, dans ce cas-là il faudra un équipement plus pointu, mais si c'est pour jouer, vous pourrez vous en sortir très bien. Sur Counter-Strike, je vole au-dessus des 100 images secondes, donc je vous montre en gros à quoi ça peut ressembler au niveau de la réponse de l'écran. Pour moi, les 5 millisecondes et le 75 Hz font que c'est extrêmement agréable à utiliser. Voilà, il y a probablement mieux qui existe, enfin c'est pas probablement, il y a mieux qui existe, c'est certain. Déjà il faudrait que je puisse bénéficier du FreeSync, et en plus il y a des écrans qui sont vraiment plus orientés gaming, mais franchement je pense que sauf si vraiment vous vous lancez dans des tournois, ce genre d'écran est parfaitement adapté. Il y a aussi Tomb Raider, j'ai mis Tomb Raider parce que
Je voulais voir à quoi ressemblait le rendu couleur, etc. puisque c'est un jeu que j'ai bien apprécié au niveau de son image. Et pour lequel je voulais vous parler du FreeSync. Donc vous voyez ici que je suis dans des 30 à 40 images secondes, donc je suis bien en dessous des 75 Hz, donc 75 images secondes que supporte l'écran. Et du coup, le FreeSync m'aurait énormément aidé, ou en tout cas le G-Sync adapté au FreeSync, m'aurait beaucoup aidé à obtenir une image de meilleure qualité. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, va falloir vraiment que je passe par la case achat pour la carte vidéo. J'en profite pour vous montrer ce que ça donne, alors accentué toujours par la caméra, ce que ça donne, les angles de vision et les reflets lumineux. Moi je trouve ça tout à fait correct, surtout quand je joue ici en plein jour et dans une pièce très lumineuse. La qualité est vraiment au rendez-vous et la qualité de l'image est là, même si évidemment je ne peux pas jouer, avec l'équipement que j'ai actuellement, je ne peux pas jouer avec des définitions très élevées. L'angle de vision verticale est pas mal aussi. Je pense pas que quand on joue à un jeu vidéo, quand on travaille debout ou sur les côtés. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des angles de vision quand même relativement ouverts, plus que le TN. Mais au-delà, bon, c'est pas forcément toujours très utile. Enfin, Assassin's Creed, celui-là c'est Odyssey. Donc là c'est pareil, je suis sous les 75 Hz, donc j'aurais vraiment aimé bénéficier du FreeSync. C'est pas le cas. Et je vous remontre à nouveau ce que ça donne au niveau angle de vision, reflet. Globalement, en tout cas, ça rend vraiment bien. Alors ici, je dois être en 720p, puisque le 1080p et encore moins le 1440p sont accessibles. Il y a vraiment que sur Counter-Strike ou des choses comme ça où je peux me permettre de jouer en 1080 ou en 1440. Pour le reste, ça ne m'est pour le moment pas accessible. Alors, on voit ce que ça donne en 720p. Vous voyez que vraiment... Alors, je suis un petit peu plus au-dessus du 720p, mais vous voyez que la mémoire vidéo est saturée, et que je ne pourrais pas faire mieux que ça. Surtout que je privilégie la qualité d'image avant tout. Il est temps pour moi de conclure cette période de 4 semaines, en fait, où j'ai pu avoir cet écran. Donc il va falloir que je le retourne malheureusement, et je pense que ce sera toute la conclusion de cette vidéo, c'est ce malheureusement. Quand on m'a proposé de tester cet écran, et je remercie beaucoup la personne chez AOC Philips qui m'a permis d'avoir accès à cet écran pour pouvoir l'évaluer. J'avais des doutes, je savais que c'était un écran IPS de grande diagonale, 1440p, donc je me suis dit, ça devrait me plaire, mais je me suis dit, c'est quand même un écran qui est vendu 200 €. J'ai l'habitude, en tout cas, de côtoyer par mon travail ou autre, des écrans de qualité bien supérieure, en tout cas de prix, bien supérieur, parce que le prix ne fait pas tout. Donc je me suis dit, à quoi je dois m'attendre, mais les critiques sur internet étaient plutôt bonnes, de manière générale, donc je me suis dit, bon, après tout, c'est pas parce qu'il vaut dans les 200 € que forcément ça en fait un écran bas de gamme. Mon déballage a été de toute façon dès le départ une bonne surprise, et le fait que j'ai à le rendre, que je sois en tout cas un petit peu contrarié d'avoir à le remballer et à le renvoyer au bout de 4 semaines, je pense en soi est un indicateur du fait que je trouve que cet écran est pas mal. Alors, si j'avais eu à l'acheter, je sais pas si c'est ce modèle-là que j'aurais acheté, parce que j'ai pas forcément 200 €, j'aurais peut-être mis un peu plus pour un écran, donc j'aurais peut-être cherché sur un écran un peu plus haut de gamme que ce modèle-ci. Mais si j'avais 200 €, et même en ayant maintenant la volonté de toute façon de changer d'écran, je me demande si ce type d'écran, ou peut-être un modèle AOC plus récent, enfin avec des caractéristiques supérieures, ne serait pas un modèle qui me conviendrait. Parce que beaucoup de choses m'ont plu dans cet écran. Alors, malheureusement, on est quand même sur un écran à 200 €, donc on peut pas avoir tout pour ce prix-là. Il a quand même quelques points un peu rédhibitoires, à mon avis, si c'est ce dont vous avez besoin. Si ça vous embête pas, c'est absolument pas un problème. Moi, le point qui me contrarie le plus, c'est le manque de réglage mécanique de cet écran-là, c'est-à-dire que le pied fourni de base ne permet d'incliner l'écran que en arrière comme ceci. Voilà, mais ça ne sert strictement à rien. Alors je sais pas, je rechercherai les angles de vision, enfin les angles d'inclinaison, je vous les remettrai par là, ça doit être quelque chose comme une trentaine de degrés comme ça, et un ridicule 2 degrés, 2-3 degrés verticalement. Voilà, donc c'est ridicule, et si vous voulez l'incliner comme ça, vous ne pouvez pas. Alors évidemment, vous pouvez bouger le pied, mais le pied en lui-même est fixe, donc vous ne pouvez pas l'incliner sur le côté.
et il n'a pas de mode paysage, mais bon ça à la limite c'est pas bien grave. Le truc qui est vraiment gênant, et là pour le coup je sais pas, enfin c'est vraiment dommage qu'AOC ait fait l'impasse là-dessus, c'est le fait qu'il n'ait pas de support VESA. Donc si le pied ne vous satisfait pas, vous pourriez toujours vous dire c'est pas grave, j'achète un pied et je le monte dessus, et bien non vous ne pourrez pas parce qu'il n'est pas VESA, et ça franchement, je dis pas que c'est impardonnable de pas l'avoir fait, mais je suis sûr que ça pourrait rentrer dans les contraintes de budget d'AOC, et franchement ils font ça, ça devient un écran qui a vraiment un rapport qualité-prix incomparable par rapport à ce qui existe partout sur le marché. Si ce n'est ça, j'ai vu sur internet des critiques sur cet écran, en particulier des gens qui reçoivent l'écran, qui ont des pixels morts à gauche à droite, ou qui trouvent que l'écran manque de piqué. C'est pas le cas sur mon écran, le modèle que j'ai reçu moi, qui est même pas un écran neuf, donc je ne sais pas quel est son passé, etc. Il y a peut-être des pixels morts, mais j'ai pas regardé, puisque de toute façon je le garde pas pour très longtemps. J'ai regardé vite fait, j'ai pas vu de rien de flagrant, en tout cas de gênant, et rien de m'a gêné au quotidien. Le problème de Glow, il fait effectivement partie de la technologie IPS, et de toute façon on pourra pas y faire grand chose. Par contre les fuites de lumière, effectivement il y en a sur le modèle que j'ai, et ça peut perturber certaines personnes. Moi ça me choque pas plus que ça, mais ça peut en gêner certains. Certains se plaignent donc de quelques pixels morts, ou d'un problème de piqué. Donc le piqué c'est quand vous regardez une image, et que vous avez l'impression que, malgré la définition, parce qu'on est quand même sur du 1440p, malgré la définition de l'écran, vous avez une impression de flou, ou une impression d'imprécision au niveau des couleurs. J'ai pas le cas moi sur cet écran là, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça existe. On est sur de l'écran à 200€ à nouveau, je vous le redis, ça veut pas pardonner le fait que ces écrans devraient arriver quasiment sans défaut quand vous les recevez, ça veut juste dire une chose, c'est que si effectivement il y a quelques écrans qui sont sur le marché avec des pixels défectueux, etc., faites attention à où vous l'achetez, à votre vendeur, en ligne ou pas en ligne, que ce revendeur-là soit prêt à le reprendre et à vous l'échanger si jamais vous n'en êtes pas satisfait. Voilà, donc si par exemple vous prenez sur Amazon, je vous mettrai le lien en description si vous voulez passer par mes liens affiliés Amazon, si vous prenez sur Amazon, en particulier, vous pouvez le retourner sans condition. Donc si vous n'aimez pas l'écran en lui-même, ou si vous trouvez qu'il a des pixels morts, ou qu'il ne vous satisfait pas au niveau de la technologie de dalle, vous pourrez le retourner. Renseignez-vous avant quand même, parce qu'il y a toujours le coût écologique, etc. de faire ce type d'opération, mais c'est un revendeur fiable. Alors choisissez qui vous voulez, que ce soit LDLC et compagnie, mais choisissez, en tout cas moi j'ai une mauvaise expérience par exemple avec Cdiscount, et des problèmes d'écran, choisissez bien votre vendeur si jamais vous avez à l'idée en tout cas qu'un pixel défectueux, un seul pixel défectueux serait quelque chose pour vous d'horrible. Il faut pouvoir le retourner facilement. Voilà, à part ça, je suis extrêmement satisfait de cet écran. La diagonale en elle-même, le fait qu'il soit 32 pouces, il est un tout petit peu moins que 32 pouces, c'est 31 et des poussières. C'est pour moi la diagonale parfaite quand on est en 16/9. Je pensais que ça faisait trop grand, et en fait en 1440p, et je ne suis qu'en 1440p parce que je lorgnais sur de l'Ultra HD. En 1440p, je trouve que l'image est super. C'est-à-dire que à la distance où je suis, donc là par rapport à vous voyez mon bras, en gros, j'ai pas le bras tendu, mais quand je suis assis, voilà ce que ça donne à peu près comme distance. C'est parfait. Je pourrais aller sur du wide, et je tenterai peut-être le wide, mais je trouve que c'est parfait au niveau de la surface d'affichage et de la définition de l'image que je vois. L'autre chose que je trouve bien, c'est que le pied n'est pas réglable, ça je vous l'ai dit, gros point noir, etc. Mais posé sur mon bureau, qui est un bureau tout à fait normal, de taille tout à fait standard, l'écran est parfaitement réglé en hauteur, donc c'est-à-dire que j'ai bien le haut de l'écran qui arrive à peu près à hauteur des yeux, et donc je regarde l'écran vers le bas, beaucoup plus appréciable en tout cas que mon écran précédent, qui lui-même n'est pas réglable. Donc je trouve ça vraiment bien, l'écran est bien conçu au niveau de ses tailles, c'est bien pensé, même s'il n'est pas réglable, donc ça c'est plutôt pas mal. Le FreeSync, j'ai pas pu en bénéficier, pourquoi ? Parce que j'ai une GTX 960, GTX 960, donc les gammes 900 ne bénéficient pas de la compatibilité FreeSync, comme ont les gammes 1000 et les gammes 2000. Alors il va falloir que je change tôt ou tard de carte vidéo, mais malheureusement, comme mon budget va dans les produits que je vais vous tester, etc., j'ai pas souvent du budget pour me faire plaisir. J'ai acheté les enceintes et l'ampli dernièrement parce que je voulais changer, je voulais mettre à jour la qualité audio de tout ce que j'ai autour de moi. Tôt ou tard, il va falloir que je passe au renouvellement de mon écran, puisque comme je retourne celui-là, je vais retomber sur mon écran précédent et ça va me faire tout bizarre, je peux vous le dire. Donc je digresse, mais je disais que sur ma GTX 960, j'ai pas la possibilité d'être compatible FreeSync. Donc du coup j'ai pas pu bénéficier du FreeSync, mais j'ai pu bénéficier du fait qu'il est 75 Hz
ce qui est super agréable. Alors évidemment les gamers purs vont me dire c'est pas un écran 100 Hz, c'est pas un écran 120, 144 ou même 165 Hz, ce qui est vrai, mais il a quand même un temps de réponse de 5 millisecondes, il est quand même 75 Hz, donc c'est plutôt pas mal, il est FreeSync, donc si vous avez des cartes AMD ou des cartes Nvidia de dernière génération, enfin de génération 1000 ou 2000, vous pourrez en bénéficier sans problème. Et puis même si vous n'avez pas la compatibilité FreeSync, vous aurez quand même la possibilité de monter en 75 Hz. Alors attention, parce que pour bénéficier du 75 Hz, il va falloir quand même aller, alors, par exemple dans le panneau de configuration Nvidia, parce que moi quand je l'ai reçu, au départ j'étais surpris, j'étais pas déçu, mais je trouvais ça bizarre, je ne le trouvais pas particulièrement plus réactif que mon écran précédent. Et c'est parce que tout simplement, il a 2 fréquences de rafraîchissement, en tout cas sous Windows 10, il a 2 fréquences de rafraîchissement en mode PC, en définition 1440p, donc 2560 par 1440, donc le 16 neuvième, le fameux 16 neuvième, et il était réglé par défaut en 60 Hz, donc il a fallu que je le rebascule en 75 Hz. Et là, ça a fait une vraie différence. Pendant que j'en suis dans le panneau de configuration Nvidia, c'est pas une dalle 10 bits, c'est une dalle 8 bits, donc évidemment, au niveau du support des couleurs, on est sur quelque chose qui ne supporte pas les standards couleurs, DCI-P3, Adobe RGB et compagnie. Est-ce que c'est vraiment gênant? Ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez. Si vous faites un peu comme moi du montage vidéo, de la photo, peut-être que vous trouverez ça dommage, mais il n'empêche que cet écran arrive avec une dalle qui est, je trouve, visuellement, puisque je n'ai pas la sonde, à nouveau je vous le redis, par rapport au réglage que j'ai fait à l'œil, je trouve quand même que cette dalle est plutôt bien réglée, aucune couleur n'est agressive, et elle a l'air d'être plutôt bien neutre en termes de colorimétrie. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça ne choque pas les yeux, en tout cas il y a des écrans, vous les allumez, c'est horrible. Là je trouve que c'est plutôt bien, à part le fait, comme je vous ai dit, de réduire un petit peu la luminosité qui a tendance à améliorer globalement la qualité d'image. C'est une dalle qui est bien réglée et ça c'est super appréciable. Voilà, j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet écran-ci, puisque je ne pourrai plus vous en parler par le futur, et puis vous verrez qu'est-ce qui va remplacer sur mon bureau cet écran-ci. Ce sera peut-être un autre écran, ce sera peut-être mon écran précédent qui va revenir à sa place historique. Toujours est-il que cet écran m'a laissé une très bonne impression, un écran qui est cohérent par rapport à son prix, et c'est ça le plus important je trouve. Si je devais faire un retour, si j'avais qu'une seule amélioration à demander à AOC, imaginons voilà, il y a un budget très limité, etc. Une amélioration, c'est de mettre un support VESA sur cet écran. Voilà, vous mettez un écran support VESA sur cet écran, à la limite vous laissez le pied, qui est pas mal, mais qui n'est pas réglable, vous laissez le pied tel qu'il est, et la personne qui n'est pas satisfaite du pied ou qui veut faire un double écran avec un pied un peu sympa peut faire ça sans que ce soit embêtant. Et vous aurez vraiment là un écran qui vaudra vraiment sans problème ces 200 € et qui sera imbattable sur le marché. En tout cas, donc c'est un écran que je vais encore pouvoir profiter pendant quelques jours. Je vais faire le montage de cette vidéo-ci avec cet écran-là. Donc j'en profite d'avoir plein de surfaces d'affichage, d'avoir une belle image, et que au final sur mon bureau ça rentre vraiment bien, je trouve. C'est un écran qui s'intègre bien sur mon bureau, qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui me propose vraiment ce que je cherche. Et donc je remercie beaucoup AOC de m'avoir donné la possibilité de tester cet écran, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'avais pas eu la possibilité de tester, j'aurais peut-être même pas regardé du côté de cet écran-là, et je serais passé à côté d'un écran qui a vraiment, à mon sens, un rapport qualité-prix super intéressant. Voilà, donc c'était le test de l'écran Q3279 VWF D8, je redis bien D8 puisque c'est l'écran IPS. Je ne sais pas si l'écran VA, donc le pas D8, est aussi bien, mais si vous êtes allergique quelque part à la finition, à la dalle IPS, regardez de ce côté-là les tests, etc. sur le modèle non D8. Moi j'ai trouvé l'écran IPS très bien, et donc je vous le conseille. J'espère que mon test et ma vidéo vous ont plu, que mon test était complet et que vous aurez trouvé toute l'information que vous voulez. N'oubliez pas que si cet écran vous intéresse, vous avez les liens dans ma description, qui vous emmèneront directement vers Amazon. Et moi je vous dis merci, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!